Numismatique assez précis, des pièces commémoratives dédiées au château de Shuri, au Japon. Bonjour. Oui, un sujet intéressant basé sur un document promotionnel. Exactement. Notre source, c'est un extrait assez court, mais plutôt dense, de ce document qui s'appelle Pièces commémoratives Château de Shuri. Mhm. L'objectif pour nous, c'est vraiment de décortiquer ce texte, comprendre comment ces pièces sont présentées, quelle valeur on leur donne, quelles sont peut-être les techniques utilisées. Mais attention, on se base uniquement sur ce qui est écrit. D'accord, on s'en tient strictement au document fourni. C'est ça. Ok, alors, plongeons dedans. Quelle est la toute première impression qui se dégage de ce texte? Eh bien, dès le début, on sent qu'on est dans le monde de l'objet de collection, précieux. Le texte parle tout de suite de pièces en or et en argent. Or et argent, les métaux nobles par excellence. Oh oui. Et un détail important est donné d'emblée, c'est frappé par la monnaie de Paris. Ah oui, la monnaie de Paris, on y reviendra. Mais avant ça, juste sur les aspects techniques, qu'est-ce que le document nous dit sur les pièces elles-mêmes, leur matière? Alors, le texte est très précis là-dessus, c'est souvent le cas hein, pour rassurer sur la qualité, j'imagine. Il y a deux versions. Deux versions, oui. Une pièce en or, pure, la finesse indiquée est de 999,0 millième, donc c'est de l'or quasi pur. D'accord. Et son poids, un quart d'once, 14 onzième. C'est une unité assez standard pour ce type de pièce, hors d'investissement ou de collection. Un quart d'once noté. Et la deuxième? La deuxième est en argent pur. Même pureté, très élevée, 999,0 millième. Identique. Voilà. Et pour celle-là, le poids est donné en grammes, 22,2 grammes. Ces détails, très techniques, ils servent à quoi? À poser une base de valeur tangible, mesurable, liée au métal lui-même. Donc, une base de valeur liée à la pureté des métaux. Revenons sur cette mention de la monnaie de Paris. Quel est l'impact de cette mention, pas en général, mais dans la façon dont ce document présente les pièces? Ah, ça c'est un point, je trouve, assez fascinant dans la construction du discours du document. Le fait que ce soit la monnaie de Paris, ce n'est pas juste un détail technique. Non, ça a un poids symbolique, j'imagine. Exactement. C'est une institution monétaire européenne, historique, reconnue mondialement. Pas seulement pour son ancienneté, mais aussi pour la qualité, la finesse artistique de ses productions. Alors, pour le public visé, probablement des collectionneurs assez avertis, mentionner monnaie de Paris, ça fonctionne comme un saut de qualité implicite. Un gage de savoir-faire, de prestige. D'accord. Et puis, il y a ce côté un peu surprenant. Une institution française qui frappe une pièce pour un site japonais, le château de Shuri. Ça ajoute une dimension internationale, peut-être même une touche d'exclusivité, presque d'exotisme dans la perception. C'est vrai. Donc, cette signature monnaie de Paris, elle apporte une légitimité, une valeur perçue forte, sans avoir besoin de longs discours dans le texte. Une sorte de garantie par association, si on veut. C'est un peu ça, oui. Bon, le document ne s'arrête pas là. Il met aussi beaucoup l'accent sur un autre point, la rareté. Ça semble être un argument clé. Qu'est-ce qu'on lit à ce sujet? Oui, la rareté est vraiment mise en avant comme un atout majeur. Le document est très clair sur les chiffres. Ah oui, Seulement 1000 exemplaires pour la pièce en or. 1000, c'est peu. Très peu. Et 5000 pour la pièce en argent. À l'échelle du marché mondial des pièces commémoratives, c'est vrai que ce sont des tirages très très limités. Et le texte y fait le lien direct avec une cible, n'est-ce pas? Tout à fait. Il connecte immédiatement en disant que ces pièces sont, je cite, idéales pour les collectionneurs en quête de pièces commémoratives rares. Donc le mot rare est utilisé de manière très intentionnelle. Absolument. Ce n'est pas juste une description, c'est presque une instruction. Ces pièces sont dans la catégorie que vous, collectionneur, recherchez. La rareté est présentée comme un avantage direct pour l'acheteur potentiel. Alors, cette limitation du nombre d'exemplaires, si je comprends bien, elle est utilisée dans le document comme un levier marketing, pour rendre l'objet plus désirable. Exactement. C'est pas juste une info factuelle, c'est transformé en argument de vente puissant. D'accord. Annoncer une rareté comme ça vise à créer un sentiment d'urgence, d'exclusivité. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça suggère que posséder cette pièce, c'est appartenir à un club très fermé. Mhm. Du coup, la valeur perçue dépasse le simple poids du métal. On entre dans une valeur de collection, potentiellement spéculative, basée sur l'offre et la demande. Et ici, l'offre est présentée comme très très faible. Le document utilise aussi un autre mot, raffiné. Ces pièces sont qualifiées de raffinées. Comment ce terme s'intègre-t-il?
Sur quoi le texte s'appuie pour justifier ça? C'est un terme intéressant, raffiné. C'est subjectif, mais le texte le présente un peu comme une conséquence logique de tout le reste. C'est-à-dire? Dans la logique du document, ce raffinement vient de la combinaison de plusieurs choses. La noblesse des matériaux, l'or et l'argent très purs, Oui, l'excellence de la frappe, qui est sous-entendue par la mention monnaie de Paris, donc qualité artistique, technique, d'accord. et puis l'exclusivité donnée par le tirage très limité. Même si on n'a pas la description du design dans notre extrait, l'adjectif raffiné suggère aussi une belle esthétique. Donc c'est un mot qui résume plusieurs aspects de la valeur que le document veut construire. C'est exactement ça. Raffiné, ça fait un peu mot chapeau. Ça englobe la qualité matière, le prestige de la fabrication, la rareté et une promesse esthétique. Ça élève la pièce au-delà du simple souvenir ou du lingot. Ça la positionne comme un objet d'art ou de haute collection. Un mot bien choisi donc. Oui, c'est un mot chargé de connotations positives. Élégance, sophistication, qualité, ça contribue beaucoup à l'image haut de gamme que le texte essaie de créer. Alors passons maintenant à la dimension culturelle, historique. C'est aussi mis en avant. Le texte nous invite à, je cite, célébrer l'élégance du royaume des Ryukyu au Japon. Qu'est-ce que cette phrase nous dit sur le sens profond qu'on veut donner à ces pièces? Toujours en se basant sur le texte, hein? Cette phrase, elle est très stratégique. Elle donne le cadre narratif, le cadre symbolique. Elle ne fait pas que lier la pièce au château de Shuri, le lieu physique. Non, elle va plus loin. Oui, elle l'élève au rang de symbole d'une entité historique et culturelle plus large et idéalisée, le royaume des Ryukyu. Et ce royaume est caractérisé par son élégance. Mhm. Même sans info extérieure, on comprend que le texte utilise cette référence pour donner aux pièces une charge historique, une charge émotionnelle. L'élégance. C'est un terme assez vague finalement, dans ce contexte historique précis. Comment le texte l'utilise? Justement, élégance, c'est choisi pour sa connotation positive, un peu chic et peut-être un peu mystérieuse. Ça évoque une civilisation raffinée, un passé prestigieux, une certaine esthétique. Le document n'a pas besoin de la définir, cette élégance. Il suffit de l'évoquer. Voilà. Il l'évoque pour associer la pièce à cette image de raffinement historique, de prestige culturel. L'objet physique, la pièce, devient alors dans ce discours un moyen concret de se connecter à cette élégance du passé, presque de la posséder. D'accord. Et le château de Turie, lui, sert de point d'ancrage tangible à cette idée plus abstraite, plus séduisante. Donc l'idée sous-jacente, c'est qu'on n'achèterait pas seulement une pièce de métal, mais un bout de cette élégance historique telle que le document la présente. C'est tout à fait l'idée suggérée, oui. Le document positionne la pièce comme un objet commémoratif qui va au-delà de sa simple matérialité. Elle devient un vecteur d'histoire, de culture. C'est une technique assez classique dans le marketing de collection. Vendre une histoire, une émotion. Exactement. Une connexion à quelque chose de plus grand que l'objet lui-même. Et ici, la promesse immatérielle, c'est l'élégance du royaume des Ryukyu. Et puis, changement de registre assez net, le texte aborde l'aspect financier très directement. Il affirme que ces pièces permettent d'ajouter une valeur durable à votre portefeuille d'investissement. Ça, c'est une affirmation assez forte. Comment le texte essaie de soutenir ça, même implicitement? Oui, c'est un virage important dans l'argumentation. Le document propose clairement une double casquette. Objet de collection et outil d'investissement. Les deux à la fois? C'est ça. L'affirmation d'ajouter une valeur durable, elle n'est pas prouvée par des chiffres dans notre extrait, évidemment. Mais elle repose sur l'accumulation des arguments précédents. C'est-à-dire? Premièrement, la valeur intrinsèque des métaux précieux. L'or et l'argent pur ont une valeur de marché, même si le texte ne parle pas des fluctuations. D'accord. Deuxièmement, la valeur potentielle de collection, qui est nourrie par la rareté extrême. Les tirages limités sont présentés comme un facteur clé pour une possible appréciation future sur le marché secondaire. Mhm. Et troisièmement, la valeur symbolique commémorative. Le lien avec Shuri, l'histoire des Ryukyu, la frappe par une institution comme la Monnaie de Paris. Le mot durable semble particulièrement important ici. Valeur durable. Le document ne précise pas en quoi elle serait plus durable qu'autre chose, j'imagine. Ça sonne un peu marketing, non? Tout à fait. Le mot durable est très fort. Il évoque la stabilité, la pérennité. C'est très séduisant quand on parle d'investissement. Bien sûr. Mais le document, en tout cas dans cet extrait, n'offre aucune garantie, aucune analyse concrète pour prouver cette durabilité. Il met côte à côte les caractéristiques de la pièce métal, rareté, thème, prestige, et il en conclut, ou plutôt il affirme, que ça donne une valeur durable. C'est une technique persuasive, en fait. Oui,
présenter une conclusion désirable comme une suite logique des éléments présentés, sans forcément démontrer le lien de cause à effet de manière rigoureuse. Et il faut bien le souligner, hein, on rapporte ici comment le document formule cette promesse. On ne la valide absolument pas. Bien sûr, la valeur réelle et sa durabilité, ça dépendrait de tout un tas de facteurs de marché qui ne sont pas du tout dans notre source. Donc, cette double fonction objet de passion culturelle d'un côté, outil de placement financier de l'autre, c'est vraiment au cœur de la stratégie de ce document. Précisément, le texte arrive à tisser ces deux fils pour essayer de séduire un public assez large. Il parle à la fois à l'émotion du collectionneur, la beauté, l'histoire, la rareté, et à la rationalité supposée de l'investisseur, les métaux précieux, le potentiel de plus-value, la fameuse valeur durable. C'est habile. C'est une approche qui cherche à maximiser l'attrait en présentant l'objet comme capable de répondre à des désirs variés et même complémentaires. Bon, alors, essayons de récapituler un peu. Si on s'en tient vraiment strictement à ce que cet extrait nous dit, quelles sont les caractéristiques clés et la promesse globale de ces pièces du château de Choury? Alors, si on résume en se basant uniquement sur le texte qu'on a analysé, on a deux types: or pur 99,014 onces et argent pur 99,022,2 grammes. Ok. Une fabrication de prestige, monnaie de Paris, Important, oui. une rareté affirmée, avec des chiffres 1000 en or, 5000 en argent, Très limité. très limités, une qualité d'ensemble décrite comme raffinée, Mhm. une dimension commémorative, culturelle forte, célébrer l'élégance du royaume des Ryukyu, L'élégance, oui. un ciblage clair, idéal pour les collectionneurs cherchant des pièces rares, D'accord. et enfin cette promesse directe d'investissement. Elles ajoutent une valeur durable à un portefeuille. Donc un mélange assez complexe d'arguments, techniques, culturels, la rareté et puis le financier. C'est exactement ça. Le document construit une image très complète, très riche de ces pièces. C'est pas juste un bout de métal frappé. Non, c'est plus que ça selon le texte. Oui, c'est présenté comme un point de rencontre entre l'artisanat d'art, suggéré par Raffiné, et Monnaie de Paris, l'histoire, l'évocation des Ryukyu, l'exclusivité, les seibles tirages, et un potentiel patrimonial, la valeur durable. C'est une présentation assez sophistiquée qui vise sûrement à justifier un certain prix et à créer le désir par plusieurs biais. Cette analyse nous amène à une petite réflexion finale, toujours en partant des mots du document. Le texte insiste sur la capacité de ces pièces à, d'un côté, capturer l'élégance d'un royaume passé, et de l'autre, offrir une valeur durable pour un portefeuille d'aujourd'hui. Oui, c'est frappant. La conclusion qu'on peut tirer de l'analyse de ce document, c'est vraiment sa manière de présenter ces pièces comme une sorte de synthèse parfaite entre plusieurs univers. L'art, l'histoire, la collection, la rareté et la finance. Le récit qui est tissé, c'est que posséder cette pièce, ce serait posséder à la fois un fragment d'histoire élégante et un actif qui pourrait bien performer. Alors peut-être une question à laisser ouverte, une question inspirée directement par cette stratégie du texte. Qu'est-ce que ça nous dit, cette tentative de matérialiser une élégance historique, donc quelque chose d'intangible, dans un objet moderne, produit en série limitée, et de le présenter en même temps comme un hommage culturel et comme un ajout potentiel à un portefeuille d'investissement? Qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport actuel à l'histoire, à la collection, et à la façon dont on construit et dont on vend la valeur aujourd'hui? Voilà, c'est une piste de réflexion que soulève ce court extrait.